Bonjour à tous. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là aujourd'hui je vais en refaire une sur un petit exercice que je demande assez souvent à mes étudiants, donc étudiants au niveau bac plus 5. C'est la présentation d'un article scientifique. Voilà, pas un article de vulgarisation, pardon, mais vraiment un article scientifique. Donc je choisis un article et puis le but c'est d'essayer de le présenter en moins de 10 minutes, de l'avoir lu aussi et de l'avoir compris, et de présenter un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais mettre mon chrono en route et puis on verra si je tiens bien les 10 minutes. Donc voilà, donc l'article que j'ai choisi de vous présenter s'intitule Robotic Manipulators Expressive Movement Control Using Kinematic Redundancy. Il a été publié dans Machines, donc une revue, et les auteurs sont Monsieur Haganè et Madame Funcher. Le lien il est disponible ici, je vous le mettrai aussi dans la description. Donc je vais présenter globalement plusieurs points, un petit peu de contexte pour présenter la contribution, comment ils utilisent la redondance des robots, comment on représente les émotions, et ensuite les évaluations et les résultats qu'ils ont obtenus. Et puis quelques conclusions et perspectives de leurs travaux, et puis je me permettrai aussi deux petits commentaires plus personnels. Donc l'objectif, c'est simple, c'est dans l'optique d'avoir de plus en plus de robots autour de nous. En fait, l'interaction homme-robot, dans l'interaction homme-robot, les émotions sont quand même un facteur assez important, comme dans l'interaction homme-homme. Voilà. Mais on a démontré en plus que dans l'interaction homme-robot, ça avait aussi un impact sur la qualité de l'interaction. Donc, quand on a un robot, notamment un robot industriel, on sait lui faire une tâche, ça, il n'y a pas de souci, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt bien. Quand on a un robot, on va dire, de service qui est là pour faire joli, on sait lui donner de l'expressivité, notamment avec des lumières, des sons, etc. Un peu l'idée c'est j'ai un robot industriel qui va peut-être collaborer avec des gens, comment j'arrive à lui faire une tâche en étant expressif. Donc le principe de base ça va être de profiter de la redondance des robots. Donc les robots, un robot redondant c'est un robot qui a plus de degrés de liberté que la tâche en requiert. Par exemple si on prend ce robot là, si on lui demande de tenir son effecteur à cet endroit là, il peut avoir n'importe quelle pose ici qui va lui permettre de faire ça. Alors même si cette tâche ici c'est une tâche qui prend 6 degrés de liberté, 3 positions, 3 rotations, mais il en reste 1 degré de liberté pour faire ça. Donc globalement c'est l'idée. Un robot redondant, il a une tâche à faire, il a 1 degré de liberté en plus et on va essayer d'utiliser ce degré de liberté en plus pour faire passer quelque chose, notamment ici des émotions, ça peut être pour faire passer d'autres tâches, enfin pour satisfaire d'autres tâches. Ici on va essayer de faire ça. Donc comment on fait ça de manière un petit peu mathématique? Si on définit une tâche I, qui va être définie par sa jacobienne, en fait on va relier les vitesses articulaires du robot et la vitesse désirée de l'effecteur pour cette tâche. Donc cette vitesse là, xi, point, qui peut venir par exemple de l'erreur tout simplement qu'on a dans la tâche. Donc on a notre jacobienne, on a l'erreur ici, on va pouvoir calculer les vitesses articulaires à donner pour que la tâche soit réalisée. Ça, JI+, ici, c'est ce qu'on appelle la pseudo-inverse, que je détaillerai un petit peu après. Donc, on définit également la matrice de projection d'une tâche. Donc, si j'ai pris la tâche 1 dans un espace nul. Donc, ça, c'est une équation mathématique. Donc, ici, on va avoir une matrice carrée qui s'appelle N. Donc, au final, si on a, par exemple, 2 tâches à réaliser, on va avoir Q point, ici, les vitesses articulaires de mon robot, qui vont être les vitesses articulaires liées à la première tâche et les vitesses articulaires liées à la deuxième tâche qu'on aura projetées dans l'espace nul de la première tâche, qui nous permettront donc de réaliser la première tâche dans tous les cas et de réaliser la deuxième sans perturber la première. Donc Q.1 ça va être lié à la tâche, notre tâche industrielle ici, du pick and place, et l'idée maintenant c'est comment relier Q.2 à l'expressivité du robot. Donc comment on représente les émotions? Il y a plusieurs méthodes. Dans le papier là, ils ont choisi en fait de prendre l'espace PAD, donc plaisir, arousal et dominance en anglais, donc plaisir, excitation, domination en français. Donc c'est des variables qui sont comprises entre -1 et 1. En fait, en bougeant ces 3 variables là, on va avoir plusieurs émotions possibles. Par exemple, quand on va être sur ce point là, c'est-à-dire quand on va avoir tout à 1, on va être assez détendu par exemple. Donc le problème c'est que ça c'est en gros c'est des psychologues ou des gens comme ça, des gens des sciences humaines qui ont défini
cette échelle-là, comment on passe ça à des infos un petit peu plus robotiques. Donc, il y a eu des travaux qui ont montré que l'énergie du mouvement, qui est en lien notamment avec les vitesses articulaires ou les vitesses cartésiennes, ça impacte aussi la perception du mouvement. Donc on voit ici que si on a une très faible énergie, on va avoir un robot qui aura l'air plutôt, ou un être on va dire, qui aura l'air fatigué ou qui s'ennuie, et plus on a d'énergie, plus il peut avoir l'air en colère. Ça a été démontré aussi que les secousses, enfin ce qu'on appelle le jerk, donc c'est la dérivée de l'accélération, sont reliées aussi au côté positif ou négatif des émotions. Quand je vais avoir un mouvement avec aucune secousse, je vais être plus détendu. Quand je vais avoir un mouvement avec beaucoup de secousses, je peux montrer de l'agressivité. L'amplitude spatiale, c'est-à-dire en gros le volume que mon mouvement va occuper dans le temps, il est principalement aussi, il est même directement lié à la dominance par exemple. Donc l'article en fait, il va faire un lien entre ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces trois notions ici qui sont les jerks, la vitesse et l'amplitude spatiale et Q.2. Donc je ne vais pas détailler ici parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, l'article établit un lien et il essaie de faire aussi que ce lien maximise l'expressivité du mouvement en imposant la direction du mouvement due aux émotions selon l'axe principal de l'espace nu, de manière à pouvoir toujours maximiser ces émotions-là et pas tomber dans des directions que le robot ne peut pas faire dans cette configuration. Donc au final, en fait, on va avoir ce schéma-là pour la manip. On va avoir ici notre émotion qui va être définie par PAD, plusieurs transformations qui vont nous amener à la vitesse que moi j'avais appelé Q2 avant, mais qui s'appelle ici Q.émotion. On va avoir notre tâche ici, N, la jacobienne, et du coup on va pouvoir cibler comme ça et avoir des mouvements comme ça. Ils ont évalué ça avec plusieurs scénarios. Ils ont commencé par un scénario positif. Le robot prend un objet, le place devant l'interlocuteur qui ici va être un acteur. L'humain du coup le prend, le robot propose un deuxième objet, l'humain le prend. C'est ce qu'ils appellent scénario positif. Le scénario négatif, c'est la même chose au début. Le robot propose un objet, ici l'humain le refuse et le robot doit aller ranger l'occupant. Ils ont également fait en fait le scénario positif sans humain pour voir un petit peu ce que ça fait. Et en fait tout ça ils ont filmé et ils vont après projeter ça à des gens pour voir un petit peu qu'ils jugent l'émotion du robot. Donc les vidéos ont été filmées et puis donc ce PAD a été évalué par un panel de personnes. Donc il y en a 70 sur le positif, sur le scénario positif, 87 sur le négatif et 110 sur le scénario positif mais sans humain. Je vous ai montré ici quelques exemples. Alors j'ai squeezé un peu la vidéo. Déjà merci aux auteurs de m'avoir envoyé la vidéo parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc ici on voit le robot qui va proposer l'objet. On a une certaine émotion et l'humain va refuser et on va avoir un changement d'émotion. Et après je vous laisserai un petit peu deviner quelle serait l'émotion qui aurait été faite dans ce cas-là. Donc là il le pose. L'humain va refuser. Donc là il le reprend et donc le robot va aller reposer l'objet avec une émotion, avec le même schéma que j'ai montré. Donc ici ces vidéos là, les mouvements en fait ont été enregistrés à l'avance puis rejoués en présence de l'acteur pour ne pas le blesser. Voilà. Donc si vous avez remarqué une émotion, en fait celui-là ça a été donc notamment pour le retour, une première émotion sur l'aller qui était tout à 1, sur PAD tout à 1, mais le retour on a un PAD de -1 à 1, ce qui veut dire en fait qu'on a un comportement hostile, on l'a bien vu un petit peu s'énerver, etc. Une deuxième vidéo, une deuxième vidéo où là c'est pareil, on a le même début, donc la même trajectoire, l'humain va refuser et on va avoir une trajectoire un petit peu différente. Le robot pose l'objet, l'humain va refuser, et là on va avoir un comportement un petit peu différent. Donc un robot notamment, on n'a pas toutes ces secousses d'avant, et voilà, chacun a son avis.
je vais lui donner la réponse. En fait, là, le PAD qui est donné, c'est du -1 à 1. Normalement, le robot, en fait, il s'ennuie, quoi. Voilà. Donc, on arrive comme ça à avoir des expressions différentes. Alors, comment ils ont fait? Donc, ils ont pris leur panel de personnes et on a eu les résultats suivants qui sont mis dans le tableau dans l'article. Donc, je vais détailler 2 points. Donc, là, on a les 3 scénarios et puis toutes les émotions qu'ils ont essayé de mettre. La mine, c'est la différence, en fait. Donc, chaque personne a essayé d'évaluer le PAD de ce qu'il a perçu. Donc on a la moyenne ici des évaluations. Donc, quand c'est 0, on peut voir que c'est pas beaucoup, mais globalement, on n'a quand même pas beaucoup de variations. Quand c'est R gras, c'est qu'on est plutôt pas mauvais quand même. 0,35, ici on devrait avoir 1. Par contre, ici, par exemple, moins 0,37, on a 1 aussi, donc c'est un petit problème. Donc voilà, on est l'évaluation par des êtres humains qui connaissent pas du tout la manip est un petit peu bousée. Le deuxième point, d'ailleurs, qui est cette conf mine ici, c'est ils ont demandé à chaque humain qui a regardé les vidéos, qui les a notées, d'évaluer sa confiance. Est-ce que j'ai détecté un mouvement? Est-ce que j'ai détecté une émotion? Si j'ai pas détecté d'émotion, les candidats étaient donnés 1. Si je suis sûr d'avoir détecté une émotion, donné 5. Donc en gros, quand je suis pas trop sûr d'avoir détecté une émotion, la moyenne était à 2,5. Donc on voit qu'on est légèrement au-dessus de la moyenne. C'est quand même pas flagrant qu'il y ait une émotion qui soit passée dans tout ça. Donc un petit peu les conclusions. Donc l'article il propose d'utiliser l'espace nul des tâches industrielles pour l'ajout d'expressivité au robot. Les auteurs ils ont fait un lien entre le PAD qui définit les émotions et les vitesses articulaires, et ils ont fait une évaluation des mouvements et de leurs émotions via une manip. Donc le panel de personnes il n'est pas forcément confiant dans les émotions qu'il perçoit, donc ça montre qu'il y a un petit problème. Donc une des conclusions de l'article aussi, c'est que cela peut s'expliquer par la limitation d'utilisation du robot liée à la sécurité. Donc il y avait un acteur humain, c'est un robot industriel, donc il y avait des grosses normes de sécurité, donc ils ont empêché le robot d'avoir des mouvements un peu trop amples. En perspective, ils disent un petit peu que la conversion du PAD vers ces vitesses articulaires est peut-être pas optimale, il y a peut-être moyen de travailler là-dessus. En commentaire un petit peu personnel, donc l'article il parle de résultats en simulation, où il n'y a pas les contraintes de sécurité, sauf qu'on ne les a pas trouvées, et il n'y a pas non plus de test qui a été fait dessus, c'est un petit peu dommage. Donc les auteurs ils m'ont partagé les vidéos, donc encore merci à eux. Mais après ce qui est dommage, c'est qu'elles ne soient pas en ligne, quoi, pour que les gens puissent un petit peu voir et se faire leur propre avis là-dessus. Peut-être ils auraient pu continuer le sondage, mais enfin. Voilà, encore une fois merci aux auteurs pour les vidéos, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne journée, au revoir.